Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le chef du gouvernement Patrick Hachi à Dubaï à la faveur de l'Expo Dubaï 2020 a présenté les opportunités qu'offre la destination Côte d'Ivoire. Avec lui des membres du gouvernement et personnalités du monde de la musique et du sport. On en parle en ouverture de cette édition. La région du Grand-Togo s'ouvre à la culture de l'EVA, mais la grande difficulté reste celle du transport des fonds de tasse, car l'usine la plus proche de Bondoukou est située à 200 km de la ville. Notre reporter Noël Gnagno nous dressera le tableau de cette réalité. À suivre dans cette édition ce reportage. Et puis au Burkina Faso, le gouvernement a été appelé hier vendredi 26 novembre 2021 à s'expliquer devant les députés sur la dégradation de la situation sécuritaire. Les ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure ont répondu aux questions des députés pendant plus de 6 heures. Voilà pour l'essentiel. Oui, madame, monsieur, bonjour. Pourquoi venir investir en Côte d'Ivoire? Quels sont les atouts que présente le pays? Voici les questions principales autour desquelles a gravité l'argumentaire du chef du gouvernement Patrick Hachi du côté de Dubaï à la faveur de l'Expo Dubaï 2020. Patrick Hachi, le chef du gouvernement, a conduit la délégation ivoirienne à cette exposition et il a présenté hier vendredi les opportunités qu'offre la destination Côte d'Ivoire. Pour appuyer cette offensive, aux côtés du chef du gouvernement, des membres du gouvernement et personnalités du monde de la musique et du sport, Alexis Ouedraogo nous en parle. Le drapeau ivoirien a flotté bien haut ce vendredi sous le dôme stellaire de la place Al-Wazla de l'exposition mondiale de Dubaï. Le chef du gouvernement a à ses côtés plusieurs ministres et soutenu par des visages ivoiriens de la scène internationale. Il n'y a pas meilleure manière de promouvoir la destination Côte d'Ivoire, tant en investissement qu'en tourisme, que d'être là avec la culture pour le faire. La Côte d'Ivoire en Afrique est le pays phare de la mode, c'est important qu'on soit là. Et c'est important en tant qu'ambassadeur de ce pays d'être ici aujourd'hui et de représenter la Côte d'Ivoire. Pour le directeur exécutif du commissariat général de l'exposition, la Côte d'Ivoire, forte de ses progrès enregistrés ces dernières années, a beaucoup à offrir au monde. Lorsqu'il prend la parole, Patrick Hachi salue la mobilisation autour de la Côte d'Ivoire. Autre temps fort, la visite du pavillon ivoirien, fortement marqué par sa culture. Pour la ministre d'État, cette présence ivoirienne à l'Expo Dubaï 2020 reste la marque d'une Côte d'Ivoire qui se fait une place dans le concert des nations. Nous sommes là pour leur faire savoir, pour leur montrer ce que nous avons, mais nous sommes là aussi pour les inviter à venir en Côte d'Ivoire. Signature d'accords de coopération, rencontre fructueuse à l'occasion du forum économique. Pour le chef du gouvernement, la moisson est bonne. On a une très bonne moisson. Vous le savez, nous sommes venus pour un certain nombre d'événements, dont 2 majeurs, je dirais même 3. Le premier, c'était de signer des agréments pour faciliter les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les Émirats. Donc les questions et des accords liés à la non-double taxation, des questions liées à la protection des investissements, des questions liées également à la suppression des visas pour les officiels qui vont d'un pays à l'autre. Donc tout ça, ces accords, ces 4 accords qui ont été signés par le ministre des Affaires étrangères. La deuxième grande étape, c'était celle du forum économique. Rencontrer les hommes d'affaires, rencontrer les officiels ici des Émirats, à Dubaï, pour leur présenter toutes les opportunités qu'on a en Côte d'Ivoire et qui sont dans la vision du président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est de transformer sur place, dans notre pays, la totalité des productions et des matières premières que nous avons pour avoir de la valeur ajoutée, pour créer des emplois pour les jeunes et pour investir dans les besoins sociaux, d'éducation, de santé, de routes, etc. Et nous avons trouvé une oreille très attentive. Ils ont été admiratifs du potentiel de notre pays. La troisième partie, donc, c'est le stand. Vous voyez où nous sommes aujourd'hui. Et ce stand permet à lui seul, sans voyager, de découvrir la Côte d'Ivoire, sa production, sa culture, ses artistes. Et quand on a fini de faire le tour du stand, on n'a qu'une seule envie, c'est de prendre un vol Emirates et de partir en Côte d'Ivoire. L'Expo Dubaï 2020 referme ses portes en mars 2022. Et de belles couleurs du côté de Dubaï. L'Expo Dubaï 2020 a occasion de nouer des partenariats, occasion vite saisie. Les chambres de commerce du Portugal et de la Côte d'Ivoire qui sont désormais
partenaires. Une signature d'accord de protocole entre ces deux chambres a eu lieu. On fait le point avec Adama Koné. Au-delà des discours officiels, des actes concrets. Illustration de l'intérêt que les opérateurs étrangers manifestent pour la Côte d'Ivoire. Ici, une signature d'accord entre deux chambres de commerce sous le regard du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. C'est vraiment, j'allais dire, une victoire pour le secteur privé d'échanger et d'avoir la même vision pour nos différents secteurs privés et aussi dans les échanges entre notre gouvernement et le gouvernement polonais. Parce que l'impulsion justement de la relation entre nos deux secteurs augure justement d'un bel avenir par rapport aux échanges commerciaux, au plan industriel, au plan des investissements. La Côte d'Ivoire peut aussi bénéficier d'un positionnement stratégique avec comme une des portes d'entrée européenne le Portugal. La Pologne peut jouer un rôle de pont pour la Côte d'Ivoire, pour un marché de 450 millions d'Européens. Et la Côte d'Ivoire peut jouer un rôle pour nous, Polonais, pour un marché très important en Afrique. Et l'appui, que ce soit de son Excellence le Premier ministre ou de Madame la ministre des Affaires étrangères tout à l'heure et maintenant en sa présence, est très importante parce qu'elle signifie, ce qu'a dit le Premier ministre, que la synergie est très importante entre le secteur privé en Pologne et Côte d'Ivoire et nos deux pouvoirs publics. Ces deux chambres consulaires entendent travailler dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour le développement de leurs entreprises et partant le bien-être des populations. Des partenariats établis pour donner justement plus de visibilité à cette collaboration de ces deux chambres. Et parlons justement de visibilité, du courage et de la bravoure. Voici les qualités humaines et professionnelles qui caractérisent le contingent militaire ivoirien en fin de mission déployé au Mali, à Tombouctou, dans le cadre de la MINUSMA, qualité qui lui ont valu d'être distingué par les Nations Unies. Le chef d'état-major général de l'armée ivoirienne s'est rendu au Mali, à la base militaire de la MINUSMA, basée à Tombouctou, pour féliciter et encourager ses hommes. Abou Sanogo. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées à Tombouctou au Mali. Objectif, rencontrer le contingent ivoirien de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Cap sur le camp Ivoire. Nous sommes au 1er bataillon d'infanterie ivoirien à Tombouctou, au sein du secteur ouest de la MINUSMA. Un bataillon heureux de recevoir la haute hiérarchie militaire. Le 1er bataillon d'infanterie ivoirien a été déployé sur le théâtre malien en 4 vagues successives du 18 novembre 2019 au 27 septembre 2020. Il a accompli à ce jour 29 missions de longue durée, de longue portée et 1500 missions de courte durée ou de routine sur toute l'étendue du secteur ouest. Bientôt en fin de mission, après 2 années de loyaux services à la MINUSMA, son mérite, sa bravoure, son engagement et ses qualités professionnelles sont reconnus et salués par les Nations Unies. Les personnels civils et militaires du secteur ouest ont reçu des diplômes d'honneur, des diplômes de reconnaissance et des médailles qui représentent l'ONU. Vous méritez par votre inconditionnel engagement et par votre patriotisme vrai le satisfecit de notre nation. Une distinction qui honore la Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major général des armées a exprimé la gratitude des forces armées de Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Je voudrais traduire aux autorités du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU la reconnaissance de l'État ivoirien pour la confiance témoignée en faisant des forces armées de Côte d'Ivoire l'unité pilote dans le nouveau format des bataillons organiques en opération de soutien de la paix. Cette marque de confiance est d'autant plus perceptible quand l'on sait que la Côte d'Ivoire est passée du statut de pays abritant une opération de soutien à la paix à celui de contributeur de troupes en 3 années. Lassina Doumbia n'a pas manqué d'exprimer toute sa fierté à ses hommes. Vous avez fait honneur à votre armée. Vous avez honoré votre pays. Je voudrais, au nom du président de la République, chef suprême des armées, du ministre d'État, ministre de la Défense, vous féliciter car vous avez œuvré au rayonnement des forces armées de Côte d'Ivoire.
Le bataillon ivoirien déployé à Tombouctou est fort d'un effectif de 41 officiers, 437 sous-officiers et 172 militaires du rang, dont 25 jeunes filles, soit un total de 650 hommes. Et loin du terrain militaire, des opérations de la MINUSMA sur un autre terrain, celui sanitaire. La lutte contre la Covid-19 se poursuit. À suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 26 novembre 2021 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 1885 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 16 guéris et 0 décès. À la date du 26 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 686 cas confirmés, dont 60 664 personnes guéries, 704 décès et 318 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 144 586. Le 25 novembre, 44 542 de vaccins ont été administrés, soit un total de 4 349 913 doses du 1er mars au 25 novembre. Ce sont 1 284 769 personnes complètement vaccinées contre la Covid-19. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre prochain, le programme national de lutte contre le sida a organisé ce samedi matin une activité sportive dénommée Fitness pour la vie. Cette activité, qui en est à sa 34e édition, a mobilisé tous les acteurs intervenant dans la prise en charge de la sensibilisation. Elle se veut comme un instant de rappel des acquis, des progrès réalisés, mais aussi des défis à relever pour atteindre l'élimination de la maladie d'ici à 2030. Pour cette année, le thème retenu est réduire les inégalités pour vaincre le sida. Un autre terrain à présent, celui de l'éducation. Notre reporter Didier Nguessan, lui, a choisi de s'intéresser à un sujet qui est source de désaccords entre parents d'élèves et fondateurs d'écoles. Il s'agit de l'épineuse question des frais dits complémentaires, surtout à ceux liés au droit d'inscription. Si les parents d'élèves crient au scandale et trouvent ces frais exorbitants, voire injustifiés, les fondateurs d'écoles, eux, ne s'en plaignent pas. Ils semblent d'ailleurs en tirer profit. La tutelle de l'éducation en Côte d'Ivoire tente, à son niveau, de clarifier les choses. Reportage. La privatisation de l'éducation en Côte d'Ivoire s'est accompagnée d'une marchandisation. Cet extrait du dernier rapport du Mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, jette un pavé dans la mare de l'éducation nationale en éclaboussant les fondateurs d'établissements privés. L'enquête dénonce également une offre éducative publique limitée qui contraint certains parents d'élèves à opter pour le privé. Notre étude a montré que de 1970 jusqu'à 1992, l'État de Côte d'Ivoire consacrait au moins 5 à 8% du PIB à l'éducation. Et en ce moment-là, la courbe d'évolution des élèves dans le privé a chuté de près de 22% à moins de 10%. Donc aujourd'hui, on est à moins de 5% du produit intérieur brut qui est consacré à l'éducation. L'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire appelle à privilégier l'école publique pour une égalité des chances face au droit à l'éducation. L'école privée a pris le pas sur l'école publique. Et donc nous souhaitons qu'il y ait plus d'établissements publics financés par l'État de Côte d'Ivoire que d'établissements privés et qu'on essaie d'atténuer le financement des écoles privées. Pour un élève orienté dans un établissement privé secondaire, l'État verse à l'établissement 120 000 francs CFA pour le premier cycle et 140 000 francs CFA pour le second cycle. Cette subvention est souvent majorée de frais complémentaires, un trop perçu que recusent les parents d'élèves. L'État dit, moi je n'ai pas assez de classes, je te donne mon enfant. Au lieu de 60 000 francs ou 70 000 francs que les autres te donnent, moi je te donne 120 000 francs. Tout compris. Mais pourquoi tu t'en vas demander encore de l'argent à l'enfant ou bien aux parents de l'heure pour que son enfant soit à l'école? Alors ça, nous, on dit non. Les principaux accusés, les fondateurs d'établissements secondaires privés, contactés par le biais de leur fédération, la FENEPLACI, n'ont pas donné de suite à notre demande d'interview. Les mêmes problématiques étant décriées dans l'enseignement supérieur privé, le réseau des écoles supérieures et universités professionnelles de Côte d'Ivoire a bien voulu nous répondre.
Les frais d'inscription dans nos établissements ne devraient pas excéder 85 000 francs. Et indépendamment de cela, il y avait des frais complémentaires qui ne pouvaient pas excéder les 150 000 francs. Par contre, pour atteindre le volet des 150 000 francs, il faut que l'établissement qui reçoit les étudiants ait des acquis ou autres éléments qui améliorent les conditions de dispensation des cours. Entre autres, le Wi-Fi disponible, un laboratoire par rapport à nous qui sommes dans le volet industriel. Ce n'est pas toutes les écoles qui sont tenues d'aller à ce seuil-là. Vous ne pouvez pas avoir des frais complémentaires en formation tertiaire qui vont jusqu'à 150 000. Pour Charles Memel Kakou, la formation dans le supérieur public coûte bien plus cher à l'État que celle dans le supérieur privé. L'État subventionne à hauteur de 450 000 pour le secteur industriel et 350 000 pour le secteur tertiaire. Mais regardez un étudiant qui est orienté à l'université publique. Il va au-delà du million, 1 million 2, voire 3, voire 4 selon les secteurs. Donc il faut que les gens apprennent à comprendre que les écoles privées font un énorme sacrifice. Des frais complémentaires ne pouvant excéder 85 000 francs CFA, autorisés sous certaines conditions dans le supérieur, la même recette est appliquée dans le secondaire et la direction de l'encadrement des établissements privés y veille. D'un établissement à un autre, les prix varient, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que au moment de l'affectation des élèves en classe de 6e, les informations figurent sur la plateforme pour les parents qui choisissent par exemple un établissement privé. Selon la localité dans laquelle ils habitent, les frais demandés aux parents sont indiqués également. Dans la même localité, vous avez plusieurs établissements. C'est à vous de choisir ce qui vous arrange. Vous choisissez en connaissance de cause. Depuis 3 ans, cela est mis en place de façon à ce qu'il n'y ait plus de plaintes. Cette année, nous avons eu 2% de plaintes. Comparé avant à près de 20%, il y avait des plaintes, des demandes de réaffectation. Quelles démarches les parents d'élèves doivent-ils adopter face aux établissements qui leur font payer l'entièreté de la scolarité de la première année sans leur reverser cette somme due une fois la subvention de l'État payée? Quand le parent se trouve confronté à une situation, à cette situation, ils viennent nous voir et nous intervenons auprès de l'établissement. Cela doit être laissé à l'appréciation du parent. On vous propose que la première année, vous payez la totalité, mais que les autres années, cela vienne en soustraction de ce que vous devez payer. Face à la limite de l'offre éducative publique, les établissements privés représentent une alternative de choix pour l'État de Côte d'Ivoire qui édicte les conditions d'application des frais complémentaires. L'inobservation de ces conditions par certains établissements privés renchérit le coût de l'inscription des élèves. Les propositions des parties prenantes sont attendues dans le cadre des États généraux de l'éducation pour une meilleure prise en charge des élèves affectés dans le privé. Des journées portes ouvertes de l'organisation éducative à but non lucratif Toastmaster International se tiendront bientôt. Annonce faite au cours d'une conférence de presse. Particularité de cette organisation implantée en Côte d'Ivoire depuis 25 ans, enseigner la prise de parole en public et les compétences en leadership. Astutore Danyoko. Basé aux États-Unis, précisément à Inglewood, au Colorado, Toastmasters International est une organisation éducative qui œuvre pour le développement des compétences en leadership et en prise de parole. Présente en Côte d'Ivoire depuis 25 années, plus d'un millier de jeunes ont pu bénéficier de l'expertise de cette organisation. En entreprise, j'avais une bonne idée, mais pendant des réunions et pendant des conférences téléphoniques, j'avais ce mal-là d'exprimer cette idée-là. Donc aujourd'hui, avec Toastmasters, quand on tient une conférence téléphonique, quand on a une rencontre avec nos dirigeants, j'ai plus cette peur-là d'exprimer mes idées. Pour promouvoir ces actions et impacter le maximum de jeunes, la 4e édition des Journées Portes Ouvertes est organisée. Nous allons rencontrer spécialement certains directeurs d'entreprise, certains directeurs des ressources humaines, pour justement faire en sorte que ces entreprises créent des clubs dans leurs entreprises et ainsi permettent à leurs agents de développer des compétences en leadership et en communication en oratoire.
Toastmasters International est présent dans 149 pays, 300 000 membres l'animent à travers 15 800 clubs. Regardons à présent la culture de l'EVA dans la région du Gantougou. La région de Bondoukou s'ouvre à cette culture et pour illustrer nos propos, les chiffres que voici, 4000 hectares sont plantés, 60% de ces plants sont rentrés en production. Mais la difficulté majeure des producteurs reste le transport des fonds de tasse car l'usine la plus proche de Bondoukou est située à 200 km de la ville. Noël Gnagno nous en parle. L'éviaculture dans la région de Bondoukou. L'idée a fait son chemin malgré le handicap naturel de la pluviométrie. C'est grâce à M. Kobena Tatoma, l'initiateur de cette culture. Et il y a eu des années, selon les on dit que l'EVA ne pouvait pas réussir ici. Mais lui, il a eu l'expérience pour pouvoir envoyer des experts pour venir inspecter le terrain. Les superficies exploitées pour l'heure sont de l'ordre de 4000 hectares, avec un rendement au-dessus de la moyenne. Quand nous faisons nos calculs du rendement pour les premières années, nous travaillons sur la base de 400 à 300 kg de caoutchouc par hectare et par mois. Ici, les résultats que nous avons obtenus, dans certains cas, ils vont jusqu'à 500, 600 kg. Toute cette plantation que vous voyez, ça a été une plantation de JBG, tendance entre 20 à 25 tonnes par mois. Voilà. Puisque ce n'est pas toute la plantation qui produit. Actuellement, on est encore en création. La difficulté conjoncturelle reste le coût du transport. Les premières usines sont situées à 250-300 km de la région. Ce qui fait qu'il y a le coût de transport qui est quand même un peu élevé pour les nouveaux producteurs. Un handicap qui va certainement être surmonté par les opérateurs économiques avec l'installation d'unités de première transformation. Surtout que la matière première est à proximité. 50 millions de francs CFA destinés à 9 organisations de la société civile pour financer des projets de développement au profit des populations rurales. C'est le geste posé par le conseil régional du Bounkhani dans le cadre du projet d'appui et de développement économique et écologique des territoires ruraux et côtières, des chèques qui ont été remis au cours de la 3e session ordinaire de ce conseil. Herman Niamia. 9 organisations de la société civile de la région du Bounkhani viennent de recevoir des chèques d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Elles ont été retenues sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du projet d'appui et de développement économique et écologique des territoires ruraux et côtières. À travers cette action, le conseil régional du Bounkhani veut mettre en place des sociétés civiles fortes à même de répondre aux aspirations de la région et des populations. Il convient de pouvoir adapter nos actions à la menace actuelle en réorientant nos projets à l'effet de fixer nos populations, mais de leur donner les moyens de pouvoir vaincre la peur, mais également de sortir de leur état de vulnérabilité qui les expose à l'aventure terroriste. En développant ces thèmes qui touchent au quotidien de nos habitants, entre autres la question de l'excision, la question de l'éducation de la jeune fille, la question de la lutte contre les feux de brousse, les questions même de lutte contre les phénomènes qui sont d'actualité tels que le terrorisme et autres, on pense que la société civile a sa place dans le développement de cette région et c'est à ce titre-là que nous ne lésignons pas sur les moyens pour pouvoir les accompagner. Les bénéficiaires, tout en traduisant leur gratitude au conseil régional, entendent utiliser à bon escient ces fonds mis à leur disposition pour contribuer au rayonnement du Bounkhani. Cette cérémonie de remise des chèques a eu lieu au cours de la 3e session ordinaire du conseil régional du Bounkhani. Une session au cours de laquelle le budget primitif du conseil régional a été adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme d'1 979 600 000 francs CFA. Un reportage signé Herman Niamia. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a offert du matériel de travail au Conseil national des droits de l'homme. Un don constitué de moyens roulants et de matériel de bureau. Cet appui vise à renforcer les capacités opérationnelles des commissions régionales. Michel Mambo, Godefroy, Okambawa. Un véhicule, 8 motos, 15 ordinateurs et imprimantes pour renforcer les capacités opérationnelles des commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme.
Un don du programme des Nations Unies pour le développement. Selon la représentante résidente du PNUD, la remise de ce matériel vise à soutenir les efforts du CNDH dans la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce sont des hommes et des femmes qui sont engagés à vouloir protéger ceux qui sont plus vulnérables qu'eux et à vouloir les redresser dans leurs droits. Et je pense qu'on est en mesure de leur donner une modeste contribution, un modeste appui. Namizata Sangaré, présidente du CNDH, a exprimé sa reconnaissance pour ce don qui vient améliorer leurs conditions de travail. La loi qui habilite le Conseil dit bien clairement que le Conseil installe dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire des unités opérationnelles proches des populations pour les recevoir et prendre leurs préoccupations en lien avec les droits de l'homme. Et il se trouve que ces unités ne sont pas opérationnelles en réalité parce que manque de moyens informatiques, manque de moyens de mobilité. Et aujourd'hui, avec le peu qui existait, le PNUD vient aujourd'hui de renforcer, n'est-ce pas, ces commissions régionales et vous comprenez toute notre satisfaction. Le CNDH est une institution chargée de préserver la dignité humaine à travers le respect de ses droits. Et récemment, le PNUD a contribué à l'équipement de son siège. Et parlons à présent de promotion du genre. Selon une étude réalisée, 41,7% des contraintes et des mécanismes internes aux partis politiques constituent un obstacle majeur à la participation des femmes, tant au niveau des débats qu'au niveau des candidatures. Il est nécessaire que tous les décideurs s'impliquent pour une contribution plus accrue des femmes et des jeunes à la vie politique. Voici l'idée principale présentée par Frazi Kwasi Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre et initiatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire au cours d'une rencontre avec des leaders communautaires et politiques. C'était en collaboration avec le professeur Fatou Sossar, responsable Afrique francophone du programme Les femmes dans la participation politique. Walter Amadou Ouattara. Une étude comparative montre que 36,4% d'hommes ont tendance à voter pour les autres hommes, alors que seulement 2,3% de femmes préfèrent voter pour les femmes. Ce travail scientifique, sollicité par la chaire UNESCO Eau, Femmes et pouvoir de décision, est rendu public. 50% des participants à cette étude croient que la formation des femmes leaders au débat politique est une action prioritaire à réaliser pour renforcer la visibilité des femmes dans les débats. La promotrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est soutenue dans sa démarche par le professeur Fatou Sossar, responsable Afrique francophone du programme Les femmes dans la participation politique. Elle est venue du Sénégal. Le savoir-faire, la connaissance doivent venir de tous bords. Et si l'Afrique ne veut pas rater une opportunité de croissance, il lui faut aussi intégrer les femmes. Or, cette intégration économique a une dimension politique, parce que ce sont les politiques qui gouvernent et qui transforment nos sociétés. Les représentants de partis politiques, les guides religieux et chefs traditionnels invités sont exhortés pour davantage d'implication des femmes et des jeunes à la vie politique. Le directeur général de la RTI, représenté à cette restitution par Cissé Khalil Bakongo, expose les efforts de la radio-télévision ivoirienne pour la promotion de la femme au sein de l'entreprise. Si vous regardez la RTI, il y a des postes de direction où il y a les femmes. Par exemple, Kadi Fadiga, qui est directrice de RTI 2. Madame Nachagas est directrice commerciale. Abiba est directrice de l'information. Et Mme Koulibaly, Sali Silué, chaque fois qu'on va dans des réunions, quand on parle de ces dames-là, les gens sont contents de la RTI. 20,5% des participants à l'enquête pensent que la collaboration entre les associations et le mouvement de femmes serait une option pertinente pour l'atteinte des objectifs voulus par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Et puis sachez également qu'une plateforme numérique baptisée Buy for Women ou acheter auprès des femmes est désormais disponible en Côte d'Ivoire. Cette plateforme est une initiative de ONU Femmes qui vient soutenir l'autonomisation de la femme. Kader Sokotoku. Les femmes restent un rempart sûr pour l'autonomisation de la famille. Leur contribution au sein des communautés n'est plus à relever. Elles seront désormais soutenues grâce à un nouveau concept, Buy from Women. Ce concept va permettre aux femmes rurales
de vendre en ligne tous leurs produits. Buy from Women résout également la problématique de l'accès au crédit par le truchement de certaines banques et microfinances partenaires du projet, car ces institutions pourront proposer sur la plateforme leurs produits et opportunités de financement. On va présenter notre produit sur la plateforme pour pouvoir écouler, pour ne pas que ça reste dans nos assiettes. Sur cette plateforme Buy from Women, nous allons donner un accès direct aux femmes pour qu'elles puissent avoir accès aux produits de financement. Le programme prévoit également de coacher les femmes en alphabétisation et en entrepreneuriat afin d'une pleine autonomisation de leurs activités génératrices de revenus. Les femmes sont soutenues dans cette nouvelle vision par ONU Femmes. Et puis il s'est tenu pendant 3 jours au centre confessionnel de Biabou, dans la commune d'Abobo, un conseil des imams portant sur les états généraux de la formation dans les organes dirigeants de l'AEMC, difficultés et perspectives. Le but de cette rencontre, mettre à jour les compétences des formateurs de l'AEMC, rencontre organisée par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire qui se tient chaque 2 ans. Anissette Conan, Godefroy, au Kambawa. Mettre à niveau tous les formateurs de l'AEMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du CIMA 2021, le conseil des imams de cette association, à travers une formation dont le thème est « Formation dans les organes dirigeants de l'AEMC ». L'objectif pour nous, c'est d'essayer d'harmoniser le contenu de la formation pour que les AEMC partout sur le territoire national puissent être formés de la même manière. Et pour ce qui concerne surtout l'aspect religieux, nous faisons autant que faire se peut notre possible pour pouvoir aider le bureau exécutif. Pour le parrain ex-militant de l'AEMC, il était important d'accompagner ses jeunes frères face à tous les dangers qui minent le monde musulman. Sans formation, on ne peut pas aujourd'hui changer la société. Donc déjà, il faut que les AEMC soient formés. C'est une problématique qui s'est posée à nous quand on était encore étudiants. Il faut être mieux formé. Il faut voir les menaces qui planent à l'horizon, la menace du djihadisme, la menace de l'extrémisme violent. Il faut que nos formateurs soient mieux aguerris pour pouvoir donner le message de paix qui est véhiculé par l'islam. Pour le président de l'association, il était nécessaire de trouver des solutions pour renforcer la formation islamique à travers le conseil des imams de l'AEMC. Des ateliers, des formations qui ont eu lieu sur plusieurs thématiques liées aux réalités du moment. Et l'objectif était d'arrêter des résolutions liées au CIMA. L'un des objectifs également de ce CIMA, c'était de célébrer nos imams. Le CIMA se tient une fois tous les 2 ans. C'est le rendez-vous par excellence d'actualisation et de réforme de la formation de l'AEMC. Et puis, 3e et dernier titre de cette édition, l'actualité internationale au Burkina Faso. Le gouvernement était appelé hier vendredi 26 novembre à s'expliquer devant les députés sur la dégradation de la situation sécuritaire. Les ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure ont répondu aux questions des députés pendant plus de 6 heures. Le général Aimé Barthélémy Simporé a dit comprendre la colère des populations et a assuré que des changements sont en cours au niveau de la stratégie de lutte, acquisition de moyens, formation, diversification des partenariats. Plusieurs actions sont en cours selon le ministre de la Défense. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.